les deux intervenants sur moi-même déjà, Marie Penabi et Thibaut Bou, qu'on ne présente plus dans le milieu quand même. On va faire une petite présentation sur deux sujets effectivement qui sont toujours d'actualité. Le sujet sur la Cour pénale internationale qui sera le premier volet. Et bien sûr, le deuxième volet de cette conférence, l'apport de l'Africain ou de l'homme africain au monde, qui sera spécialement débattu par Thibaut Bou, ici présent. Quoique nous pourrons toujours interagir tous les deux sur les sujets, mais moi principalement, je vais plus me focaliser sur la Cour pénale internationale aujourd'hui et ce qu'on pourrait en dire sur sa survie, ou tout simplement le fait que est-ce qu'elle sera complètement reformulée ou réorganisée autrement, c'est le débat qui se pose aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont pu faire le déplacement, je remercie effectivement une de mes amies qui est venue m'accompagner de Paris spécialement ici à Lyon. Je connais très bien la ville de Lyon, je remercie également l'université de nous avoir prêté une salle pour pouvoir effectivement débattre d'un sujet qui est un sujet d'actualité, que tous les étudiants, peu importe surtout que c'est une université de droit, puissent effectivement comprendre les enjeux qui peuvent se jouer devant une cour d'une telle envergure. Je remercie également l'OJAD, qui est l'organisation juridique des Africains des Afro-descendants, qui est une jeune organisation qui s'est mise en place, mais qui déjà au fait des conseils juridiques qu'elle prône à tous les Africains ou Afro-descendants qui auront besoin de l'ambition qu'elle a de permettre une défense juridique, une solidarité, une unité, une entraide. Par exemple là, avec ce qui se passe malheureusement au Mozambique, au Zimbabwe, l'aide humanitaire qui pourrait être prodiguée à toutes les personnes qui sont victimes, tout ça en fait ça fait partie de l'objectif et de l'enjeu que s'est fixé l'OJAD et qui permet aujourd'hui donc d'être réunis ici et pour pouvoir effectivement permettre une interactivité avec ceux qui sont là et de pouvoir vraiment échanger sur un sujet qui a beaucoup marqué les personnes, surtout au début de cette année 2019, en l'occurrence la CPI. Alors, je remercie aussi ceux qui seront connectés, parce que je vais faire en même temps un direct Facebook, ceux qui sont connectés, de partager, parce que je pense que le but de toutes ces conférences ne sont pas seulement de montrer un savoir, parce que je n'ai même pas la prétention de tout savoir, heureusement, mais de pouvoir effectivement s'enrichir mutuellement et de partager nos points de vue sur quelque chose que nous trouvons soit injuste ou quelque chose que nous pouvons améliorer ensemble. Ça, c'était un peu mon sujet introductif. Je ne sais pas si Thibaut, tu as quelque chose à rajouter sur ce propos. Je te remercie. Merci à toi. En tout cas, merci déjà à vous tous du déplacement. Merci à l'OJAD, à Fleur Gatier, d'avoir organisé une conférence sur la Cour pénale internationale, vu le sujet d'aujourd'hui. Et je remercie le frère et combattant de tous les jours, Jean-Michel Kéhi, qui a fait le déplacement depuis Paris. Et je remercie tous ceux qui sont dans cette salle, les doctorants de cette fac qui sont venus aussi ici pour suivre cette conférence. Je remercie Madame la mère de Michel Babo, qui est dans cette salle, qui a fait le déplacement, vu le sujet, vu le combat qu'elle mène depuis longtemps à travers Lyon, l'Afrique, et puis aussi à travers le combat africain. Je remercie aussi le frère qui est à ses côtés, qui le soutient depuis longtemps. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la Cour pénale internationale et ce qu'elle va devenir. Le deuxième sujet derrière, c'est l'apport de l'Africain, l'homme et la femme africaine sur les 5 continents, mais il y a un lien. Et ce lien-là, vous allez le comprendre un peu plus tard. Donc, moi, je suis Thibaut Bou, donc président d'une organisation qui s'appelle Africains du Monde. Et Africains du Monde, c'est une organisation qui défend les intérêts des Africains sur les 5 continents, y compris les continents auxquels on ne fait pas souvent référence, et on ne pense même pas qu'existent
des Africains dans ces continents. Je fais ici un clin d'œil ici aux habitants du Japon, par exemple. Vous avez une première population du Japon qui sont africains, mais dont on n'entend pas beaucoup parler. Je parle ici aussi des gens de l'Australie qui aujourd'hui représente 1% de la population, mais qui était la majorité de cette population. Aujourd'hui, on ne voit pas toutes ces personnes-là. Je pense aussi à nos frères et à nos enfants qui meurent dans la Méditerranée tous les jours, pendant qu'on est même dans cette salle, en train de parler. Il y en a qui viennent tous les jours et qui meurent tous les jours, et cela, on n'entend pas beaucoup parler. Donc, et ici, de façon concrète aussi, je fais aussi un clin d'œil ici à nos illustres leaders qui sont dans une situation de ni-liberté et de ni prison, mais qui sont quand même acquittés. Ici, je fais référence ici au président Gbagbo Laurent et au ministre Charles Blé qui sont dans une situation un peu particulière. Donc je pense que nous allons essayer d'évoquer ces cas et d'élucider un peu pourquoi il y a ce cas et pourquoi il n'y a rien derrière. Quand je dis il n'y a rien derrière, il y a un silence. À quoi est dû cette silence et qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et en amont aussi, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait avant la Cour pénale internationale. Il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant la Cour pénale internationale? Et pourquoi aujourd'hui on se sert de cette Cour pour essayer de punir au maximum tous les présidents africains qui veulent défendre les intérêts de leur population. Donc derrière... Bon, ceci dit, je vais continuer. Voilà, de toute façon, je vais continuer en temps. Voilà, la salle est bien sonorisée. Donc là, c'est essayer de faire un peu le point de tout ça, comprendre les enjeux réels, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment se fait-il qu'on est pratiquement en 2019 et aujourd'hui, on peut, comme ça, devant tout le monde, mettre en captivité les dirigeants. Comment aujourd'hui, on peut se permettre ces genres de choses et personne ne réagit. Quel est l'intérêt de ceux qui observent ça et qui ne disent pas grand-chose? Et derrière tout ça, et après, on va aussi aborder le sujet de l'apport capital de la femme et de l'homme africain sur les 5 continents, et surtout, comme on est dans une faculté de droit, de dire, mais ce droit-là, est-ce que c'est un droit qui est européen, africain, asiatique, ça vient d'où? Comment se fait-il que ces instruments dont on se sert, ces instruments aujourd'hui desserrent l'Afrique, puisque c'est les Africains aujourd'hui qui subissent le courroux du droit international, alors qu'ils ont été à l'origine de ce droit international. Donc je vais passer la parole à Marie-Paul pour qu'elle vous parle, échange un peu avec vous sur la Cour pénale internationale, sur les rouages, les aspects juridiques. C'est dommage, le micro ne marche pas, je vais essayer de... Ah. Non mais ça va, la salle est bien sonorisée. Ouais. On entend, très bien. Merci. Je m'excuse de ne pas avoir salué la maman de Michel Gbagbo. C'est vraiment... Voilà, on ne se connaissait pas, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Très bien. Donc je vais... merci Thibaut pour l'introduction. Je pense que tu as tout dit. Moi, personnellement, j'ai étudié le droit. Et lorsque j'ai étudié le droit, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le droit humanitaire. Donc, les droits de l'homme et toute sa consonance. Donc, effectivement, même si j'ai travaillé en cabinet d'avocat et tout ça, j'ai également travaillé dans tout ce qui était effectivement organisation humanitaire, que ce soit un peu en Angleterre, un peu en Afrique du Sud et bien sûr aux États-Unis. Donc, je pense que comme tout le monde, j'ai beaucoup cru à tous ces fondements et à tout ce dont j'avais vraiment appris, espérant qu'en ayant fait du droit, espérant qu'il y a une justice qui tranche, une justice qui n'est pas au service des politiciens, une justice qui est là pour dire la vérité, rien que la vérité, et pour lesquels donc des juges, des avocats ou tout le personnel judiciaire ont prêté serment. Voilà effectivement comment je peux introduire la chose. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, bien sûr, mon côté aussi enseignant va prendre un peu le dessus.
je ne peux pas rentrer comme ça dans le vif du sujet sans présenter effectivement l'origine de cette cour, d'où elle est partie, l'espoir qu'elle a suscité et bien sûr aujourd'hui sa quasi désapprobation par beaucoup de personnes, y compris même par le milieu juridique. Cette cour pénale, donc c'est une juridiction pénale universelle, permanente, qui a été chargée de juger des personnes accusées de 4 principaux chefs d'accusation. Crimes contre l'humanité. Quand on parle de crimes contre l'humanité, on parle de tout ce qui est violation, grave violation commise dans le cadre d'une attaque de grande envergure, lancée contre une population civile, les délits, les meurtres, les vols, etc., etc. Premier chef. Deuxième, les crimes de guerre, infractions graves basées sur la Convention de Genève dans un contexte de conflit armé. Donc, par exemple, le fait d'utiliser des enfants soldats, de tuer, de torturer des personnes même en temps de guerre. Troisième volet, le crime de génocide. On sait tous ce que c'est qu'un génocide, c'est-à-dire le but de détruire ou d'anéantir un groupe national, ethnique, racial, religieux, parce qu'effectivement, de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des membres de ce groupe à cause de leur appartenance religieuse, entre autres. Et le dernier qui s'est rajouté en 2018, via le Conseil de sécurité, c'est le crime d'agression. Alors, donc, l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance d'un autre État. C'est-à-dire que si un État interfère dans la gestion d'un autre État souverain, le Conseil de sécurité, d'accord, peut saisir la Cour pénale pour juger effectivement ces personnes passibles de ces crimes d'agression. Cette CPI, elle est basée sur un test d'une convention qu'on appelle, bien sûr, le fameux statut de Rome. Traité international de juillet 98, fait à Rome en Italie, bien sûr, et qui, bien sûr, aujourd'hui, avec le procès Gbagbo et Blé Goudé, est beaucoup remis en cause. Parce que on voit dans ces articles, dans certains paramètres, des failles. Et donc, elle-même, elle a commencé, effectivement, à vraiment statuer, vraiment, le 1er juillet 2002. Elle a été ratifiée, je dis bien ratifiée, par 123, donc je parle comme ça parce qu'il y a des juristes, eux, ils savent de quoi on parle, mais quelqu'un qui n'est pas juriste, ou ceux qui sont en train de suivre, peuvent demander quelle est la différence entre ratification et signature. Elle a été ratifiée par 123 États sur 193 qui avaient participé, avec certains qui l'ont signée, mais ont refusé de la ratifier, tels que les États-Unis, et je vais y arriver, avec leur rôle aujourd'hui, la Russie, et certains qui, dès le début, l'ont complètement contesté, ont dit que cette cour était dangereuse et qu'ils l'ont jamais ni signé, bien sûr, ni ratifié, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Par exemple, je parle des États un peu les plus puissants. Les autres États, donc quand je dis bien signer une convention par un État, c'est exprimer en fait son intention de faire partie de cette convention en la ratifiant. Si vous ne la ratifiez pas, ben effectivement, toutes les clauses de cette convention ne peuvent pas s'appliquer à votre parti. Voilà un peu la différence. Dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, avaient signé le traité, mais ne l'avaient pas ratifié. Au moment où le président Laurent Gbagbo a été déféré donc à cette cour. Je vais y revenir. Cette cour, quand on lit, de toute façon tout le monde peut aller devant la cour et voir effectivement ses compétences. On dit bien qu'elle a compétence si la personne mise en accusation est nationale d'un État membre, si le crime est commis sur le territoire d'un État membre, et bien sûr, comme je vous le dis, se rajoute aujourd'hui le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va dire tout simplement que même si la Cour décide de ne pas être compétente, le Conseil de sécurité peut déférer certaines personnes devant cette Cour parce qu'elle estime qu'elle a violé ou elle est passible de crimes d'agression. Et ça depuis le 17 juillet 2018.
Il y a eu des cas plus tard, on va le voir, parce que c'est venu en 2018, suite à ce qui pouvait se passer au Darfour, au Soudan, ou en Libye. Alors, voilà un peu le contexte. Je vais repartir un peu en arrière, historiquement. Vous savez, la Cour, quand on lit, on nous dit qu'elle est là pour universaliser le droit de l'homme, le droit international humanitaire, et surtout, elle avait pour objectif, au départ, de responsabiliser les dirigeants politiques. En fait, elle avait un rôle coercitif de dire que vous pouvez être sanctionné si vous ne respectez pas les règles qui ont été mises en place et dont vos pays ont ratifié. D'accord? Donc, c'était un rôle à la fois préventif et dissuasif. Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, peu importe ton statut et ta compétence ou ton rôle social, eh bien, si tu es passible de crime, enfin du moins, si tu es accusé d'un crime, eh bien, tu pourrais te retrouver devant cette juridiction internationale. Ça, c'est le premier volet. Créer cette cour n'est pas récente. Hein. Elle date déjà depuis 1872. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, où des tribunaux avaient été mis en place, les tribunaux de Nuremberg, de Tokyo. Tous ces tribunaux-là avaient pour but, effectivement, de définir ces notions de crimes de paix, de crimes de guerre, et comment, effectivement, ces personnes pouvaient être jugées. Entre-temps, avant la création de la Cour, il y avait eu déjà des essais, avec la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque des tribunaux pénaux internationaux, des TPI. Ces TPI-là étaient des tribunaux temporaires, avec des compétences limitées et parfaitement définies. Je vous donne l'exemple pour l'Est-Yougoslavie, également au Rwanda, donc sur l'Afrique, Sierra Leone, et il y a eu le cas également au Liban, bon, qui avait provoqué une très grosse crise politique, et très souvent, on avait estimé à cette époque que le rôle de ces TPI était vraiment très succinct. Pourquoi? En droit, on dit qu'elles avaient une compétence rationnée logique, c'est-à-dire tout simplement limitée dans l'espace. Elles avaient une compétence rationnée temporiste, donc déterminée dans le temps, et rationnée matérielle, c'est-à-dire avec un objet restreint. D'accord? Donc en fait, elles n'avaient pas une envergure d'une grande cour internationale qui pouvait encore pouvoir juger certaines personnes qui pensaient, du fait de leur statut, éviter la prison alors qu'ils avaient commis des exactions. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ces TPI étaient vraiment limités. Qu'est-ce qu'on leur reprochait en fait? On leur reprochait les procédures très longues, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui pour la CPI. Le fait qu'elles ont opté pour une procédure accusatoire et non inquisitoire, donc c'est une procédure anglo-saxonne qui dit que, en vertu, les juges ne sont pas censés avoir connaissance du dossier tout de suite. Ils ne jugent que par rapport à ce qu'ils vont entendre au prétoire. Ce qui fait que la procédure peut être très très longue. Le temps de comprendre le dossier, ça pouvait vraiment prendre des années. On estimait que l'établissement des faits était très long, et surtout la difficulté de la coopération judiciaire internationale, et je vais également y revenir. Tous ces points-là, je les stipule parce que ce qu'on a reproché au TPI seront également reprochés aujourd'hui à la CPI. Après la TPI, on a essayé un système qui existe toujours, mais qui n'est plus, on n'estime pas beaucoup efficace, qu'on appelait la justice transitionnelle. Essayé par exemple en Afrique du Sud. Bien. Le but était de cicatriser lorsqu'un pays est sorti avec beaucoup de meurtrissures, de cicatriser un peu les meurtrissures en apaisant les tensions, de faire les commissions vérité et réconciliation, un procès, une publication de la vérité, essayer de réparer, voir les victimes et après faire des réformes administratives. Voilà. Le but de ça, c'était redonner la confiance au peuple pour collaborer ensemble, une reconnaissance et l'état de droit, et surtout permettre une réconciliation de ces peuples qui se sont séparés. Et on a essayé ça en Afrique du Sud, bon, avec les conséquences et que nous voyons aujourd'hui. Alors,
lorsqu'on crée cette cour, les juristes, à part quelques-uns, parce que j'ai vu quelques-uns au départ en 98, qui n'étaient pas très favorables, qui estimaient que cette cour allait forcément poser problème parce qu'elle allait forcément devenir trop politisée. Et depuis 98, certains déjà s'étaient levés. Et aujourd'hui, la Chine, avec le procès Gbagbo, a dit ce que je vous avais dit il y a 20 ans, et bien voilà ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Bien. Sinon, au départ, elle a suscité de l'espoir, cette cour. Elle a suscité de l'espoir. De savoir que personne n'était impuni. De savoir que lorsqu'il y avait un conflit dans un pays, des victimes avaient droit à réparation. De savoir que tu sois un président de la République, peu importe, selon le système international mis en place, tu pouvais être jugé. Si, bien sûr, il n'y avait pas le moyen de te juger dans ton pays. Un homme comme le président Gbagbo, qui décide de faire appel à la CPI pour faire des enquêtes sur ce qui s'était passé depuis 2002, lorsqu'il y a eu une attaque le 19 septembre 2002, demande à la CPI de venir faire des enquêtes, espérait l'application d'un droit international juste, se disant que si je fais justice moi-même, les gens m'accuseront d'être complètement, de ne pas être impartial et d'utiliser la justice du vainqueur ou du plus fort. Alors il est mieux que les internationaux viennent voir ce qui se passe concrètement dans ce pays. C'est comme ça que la CPI avait commencé à faire quelques enquêtes qui n'ont jamais abouti au départ sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Certains pays y sont rentrés favorablement parce qu'ils ont espéré une vraie justice. Donc elle a vraiment suscité l'espoir. Et le premier procès a été un procès du Congolais Thomas Lubanga, si je ne m'abuse, qui a commencé en 2009, qui s'est achevé en 2012 et qui avait été reconnu de crime de guerre. Et donc ça a été le premier à être jugé. Et ensuite, progressivement, on arrive donc au fameux procès qui, bien sûr, fait polémique, parce qu'il y en a d'autres en cours, hein, bien sûr, il y en a 12 actuellement, et il y a 52 cas sur lesquels la CPI enquête actuellement. Certains ont été abandonnés en cours de route. Nous pouvons y revenir peut-être lors des questions. Très très vite, cette cour idéalisée, avec ses lauriers comme symbole, s'est retrouvée être très très vite contestée. Première contestation, excusez-moi, et je donne vraiment les bases, et après je vais me mettre maintenant sur le procès Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le financement de cette cour. Alors, la cour est financée par les États parties, bien, et elle peut recevoir des contributions volontaires de la part des gouvernements, des ONG, enfin des grandes organisations internationales, particuliers, entreprises, plus des entités. D'accord? Et elle dit, lorsqu'on lit son statut fondateur, on dit qu'elle est permanente, indépendante, reliée au système des Nations Unies. Premier volet. Comment peut-on être indépendante et reliée à un système? Comment peut-on être indépendante et reliée à un système? Donc la légitimité de cette cour est assurée par les États partis au statut de Rome, surtout par ceux qui la financent le plus. Et pour le dire, et je ne vais pas le cacher, le plus grand financier pendant très longtemps sont les États-Unis. D'accord, avec George Soros, qui a toutes ces nébuleuses dont je vais parler aux ONG, qui financent. La France est en 3e position avec 12 millions d'euros annuels. Deuxièmement, cette cour dit qu'elle est universelle. D'accord? Elle l'estime, et c'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité et de coopération. Elle collabore avec les systèmes judiciaires nationaux. Si un pays estime
qui n'a pas compétence, ou ni la volonté ou la compétence de juger de tels crimes, ils peuvent donc envoyer ces personnes devant la cour. S'ils n'ont pas la compétence, ou ils estiment qu'ils n'ont pas le cadre ou l'environnement juridique pour le faire, ils peuvent donc saisir la cour pénale qui viendra donc faire les enquêtes reliées au bureau du procureur. Très bien. Donc cette cour, elle collabore avec les États, elle collabore avec les Nations Unies, elle collabore avec les ONG qui leur fournissent tous les dossiers relatifs au procès, et elle collabore avec le Conseil de sécurité, qui peut même décider, le Conseil de sécurité, si un État n'est pas parti à la Cour pénale, n'a pas ratifié le traité de Rome, le Conseil de sécurité a compétence d'envoyer juger cet État devant la CPI. D'accord? Alors, à quel moment on considère que tel pays a compétence sur son territoire de juger ses nationaux et d'autres non? Quand vous demandez à un Américain pourquoi vous n'avez pas ratifié la CPI, ils vous répondent In our justice we trust. Nous croyons seulement en notre justice. Est-ce que la Côte d'Ivoire ou les autres pays n'ont pas le cadre idéal également pour juger leurs nationaux? C'est la deuxième question qu'on pourrait ici se poser. Troisième cadre, ces fameuses ONG sur lesquelles le procureur s'appuie pour avoir ses preuves palpables de violation, d'exactions, de crimes contre l'humanité. Lorsque je travaillais dans les ONG, pas parce que j'ai perdu mes illusions, hein, il ne faut pas croire, je crois toujours, j'ai encore de l'espoir, sinon je ne ferai pas tout ce que je suis en train de faire. Mais une ONG, elle se targue de représenter les sociétés civiles, l'intérêt général, mettre en place la paix, l'égalité, enfin, tout ce que nous pouvons savoir d'une ONG. Très bien. Mais, vous savez, il y a eu la CCPI, qui est la Coalition pour la Cour pénale internationale, qui avait beaucoup milité pour la mise en place de cette fameuse CPI. Et cette CCPI était financée par un certain M. Soros, qui, au travers d'une grande organisation qu'il avait mis en place, que tout le monde connaît, Human Rights Watch, associé à les fameuses nébuleuses de 250 organisations de la société civile, qui sont dans 150 pays différents, et on connaît Amnesty International, Médecins sans frontières, Médecins du monde, enfin tout cela, appartiennent au même groupuscule. D'accord? Bien. Cette coalition, elle avait pour but quoi? Son slogan était efficacité, indépendance, accessibilité à la cour. On parle d'indépendance quand des juges, des procureurs, des greffiers sont élus par les États partis qui eux-mêmes reposent sur ceux qui financent le plus le système. Alors vous voyez les marchandages qui se font à l'intérieur. Et le premier procureur, monsieur Luis Moreno Ocampo, ce n'est pas Marie-Paul Babi qui le dit. Vous regardez tous les journaux aujourd'hui, vous allez voir effectivement, bon, ça c'est relatif à un autre volet, accusé de détournement de fonds avec ses ONG et toutes les comptes offshore qu'il avait. En rigolant un peu, se permettant de dire qu'à la CPI, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Bien. Je préfère m'arrêter là. Avait eu le poste très longtemps, d'accord, d'une ONG qu'on appelait Transparency International. C'était une organisation aussi financée par M. George Soros. Et lors du premier procès, pour anecdote, en 2009, le premier procès, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse celle qui était substitut ou son adjointe à l'époque, il la laisse pour aller faire des campagnes économiques d'un forum pour M. Soros, et il laisse Mme Bensouda lors d'un procès, seule, ne sachant pas quoi faire. C'était quasiment le premier procès, et conséquence de ça, le procès a été ajourné
s'inédit parce que le témoin qu'ils avaient utilisé avait reconnu à l'audience avoir menti. Donc ça a été la fin du truc. Ça a été le premier. Après, il y a eu un autre volet. Et aujourd'hui, M. Soros, donc, qui avait commencé les enquêtes et qui a délégué les fonctions à Mme Fatou Bensouda, qui lui a succédé parce qu'elle était candidat unique, tout simplement. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, on regarde une procédure très longue. Quand je dis longue, très longue, confrontée à des difficultés procédurales, d'accord? Avec des confrontations des systèmes juridiques. Bon, ça c'est du pur droit international privé. La procédure adoptée qui fait que les procès peuvent traîner en longueur. Et bien sûr, le politique qui rentre dans cette cour. J'aimais bien quelqu'un qui est décédé maintenant, qui est M. Aboudraman Sangaré, qui est de la Côte d'Ivoire, qui disait: lorsque la politique rentre dans une cour, la justice s'enfuit par la fenêtre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sachant que depuis 2016, cette cour est vraiment contestée. Mais par qui? Par les Africains. Pourquoi elle est contestée par les Africains? Les Africains l'ont resurnommée la Cour pénale africaine. Pourquoi? On a l'impression que ne sont jugés que devant cette cour des Africains. On a l'impression que la compétence de la cour est limitée qu'à l'Afrique. Et bien sûr, certains pays avaient même depuis 2016, en 2016, demandé leur retrait. Le Burundi, la Gambie, l'Afrique du Sud, etc. Cela ne s'est pas fait automatiquement, même s'il reste, mais avec des réserves. Même l'Union africaine, bon, qui n'est pas bien sûr signataire, ça va de soi, a commencé vraiment à la contester. Et même les pays très favorables, Mali, Sénégal, Lesotho, et tout ça, ont compris qu'aujourd'hui, elle présentait des dysfonctionnements qui faisaient qu'on ne pouvait plus avoir confiance en cette cour. La suite, vous la connaissez, j'ai appris que, enfin, comme beaucoup, la Philippine s'est retirée, totalement. Eux, ils sont partis. Depuis février 2018, avec le président Rodrigo Duterte, qui s'est retiré de la CPI. Très bien. Depuis 2018, ça a commencé, donc le 17 mars 2019, ça a été officialisé. Bien. Une cour comme ça qui a suscité autant d'espoir est contestée. Elle est contestée parce que devant cette cour, il y a eu un cas, un procès, qui normalement, peu importe qui vous soyez, devrait faire réagir toute l'Afrique. Un procès qui n'est pas seulement politique, mais pour nous les juristes, ont compris le dysfonctionnement de cette cour. Il y a eu une guerre dans un pays appelé la Côte d'Ivoire, avec des victimes de part et d'autre. J'estime que lorsqu'on parle de guerre, il y a 2 camps ou 3 camps ou 4 camps. Enfin, du moins, plusieurs. Un seul camp ne peut pas se targuer d'avoir été victime et oublier un autre. Un président est arrêté à la suite de ces guerres. Donc le 11 avril 2011, est transféré dans le nord du pays, dans une ville qu'on appelle Korogo. Et un matin, on le saisit, on lui dit « porte tes affaires », on le met dans un avion, on le redescend dans la capitale avec ses vêtements. La Côte d'Ivoire est un pays tropical plus chaud. Et il se retrouve donc un matin à La Haye, sans aucune procédure. Sachant que pour transférer un membre ou un national à La Haye, il faut une audience particulière devant le tribunal d'Abidjan qui va acter de ce fait et ordonner le transfèrement, ce qui n'a pas été fait. Donc, en l'occurrence, si je prends les termes simples, quelqu'un est kidnappé et on l'envoie donc devant les tribunaux. 29 novembre 2011. Lorsqu'il arrive, il passe devant une chambre préliminaire qui va examiner
s'il y a une consistance dans le dossier et des faits probables qui vont justifier le fait qu'il puisse aller devant, bien sûr, la suite du procès, devant une chambre de première instance. Et là, deuxième fait, j'avais précisé lors de mon intervention au départ que la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le traité. Elle était juste signataire. Deuxième volet, lorsqu'on est signataire, on n'a pas le droit. Il faut avoir ratifié. Donc dans la précipitation, le président en place ratifie donc maintenant très très vite le traité de Rome. Mais il y avait déjà eu transfert des nationales. Bien. Et donc devant cette chambre préliminaire, la suite est que après 3 ans, je vous dis bien novembre 2011, 3 ans, la chambre préliminaire décide donc de poursuivre le procès, ou du moins de commencer un procès devant une chambre de première instance, 3 ans après, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de charge suffisante. Tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de charge suffisante. Donc rien que, pour le juriste basique, là, rien que dans la forme, ce procès n'aurait même pas dû y avoir. Rien que dans la forme. Avec 2-3 petits éléments. Et donc, on se retrouve devant une chambre de première instance avec des juges, etc. Je vous ai dit que la procédure est accusatoire, donc déjà, ça avait pris 3 ans. Et on commence donc en janvier 2016 avec un dossier connexe qui est avec le ministre Charles Blé Goudé. Et donc commence ce procès. Bien sûr, la charge revient, parce que la charge incombe au procureur, au bureau du procureur, d'apporter la preuve et de condamner ces personnes sur les 4 chefs d'accusation dont il les accusait. Ce procès a duré donc 3 ans aussi. 82 témoins. Sachant que le procureur avait pensé y envoyer 120. Au bout de 82, c'en était suffisant. Pas besoin, et après, lorsqu'on va s'exprimer, on dira que c'est parce que vous êtes targué d'être une pro-Gbagbo ou tout ça. Là, je fais une analyse purement juridique. 82 témoins. J'ai assisté à ce procès. En tant que juriste, j'en avais souvent des mal de tête, mais énormes. Certains étaient tellement ridicules, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il venait faire là? Et je me suis demandé, est-ce que le procureur s'est rendu compte, ou se rend compte, de l'humiliation? Pas pour lui, mais sur une cour pénale internationale. Mais des témoins de plus en plus farfelus. Des généraux sont passés. Plusieurs témoins qu'on estimait à même de prouver la culpabilité des 2 prévenus n'ont pas pu le faire. 82 témoins et ça s'est arrêté. Ce sont ces juges eux-mêmes de la chambre de première instance qui ont demandé en novembre de venir aux avocats, de venir plaider maintenant le non-lieu, sans que la défense ait eu le temps, même pas le temps, de droit de présenter ses propres témoins. Ça, c'est un fait anal dans l'histoire. En novembre, on plaide, on attend la décision, décembre, il y a des rumeurs, bon, etc. Sur une libération conditionnelle ou pas. Et donc, on arrive donc au feuilleton que j'ai appelé Dallas. En janvier. En janvier, ces juges donc arrivent et le monde va assister, le monde juridique et autres vont assister donc à un feuilleton qui n'est même plus juridique aujourd'hui, qui est politique. 15 janvier, grande joie, et je l'avoue, grande joie, à la place d'une demande de liberté conditionnelle, demandée au mois de décembre, la Chambre décide à la majorité, donc 2 voix sur 3, avec une voix dissidente d'une juge, de l'acquittement et mise en liberté totale.
après 3 ans et 6 ans quasiment en détention. 7 ans pour le président Gbagbo, 2011-2019, et un peu moins, 2014-2019, 5 ans pour le ministre Charles Blé-Bouté. C'est-à-dire quoi? Liberté, c'est-à-dire que tous les 4 chefs d'accusation n'ont pas pu être prouvés par le procureur, qui a eu 3 ans. Liberté immédiate. Acquittement. Les termes sont clairs. Hein? Acquittement. Honnêtement, ça danse, ça se réjouit. Parce que, et je pense que c'est là où Thibault va intervenir, n'eût été la vigilance de certaines personnes qui ont continué à marteler, comme la mère de Michel Gbagbo ici présente et d'autres, à battre le pavé, à aller à la haie, pour dire que ce n'est pas ça la vraie vérité en Côte d'Ivoire. Il y a eu une guerre, prenez la peine d'écouter les autres. Il y a un autre camp. Ce procès serait tombé dans l'oubliette et on aurait eu 2 personnes condamnées comme ça. Le travail, l'acharnement, même des avocats et de tous, qui ont continué à marteler la justice pour ce pays, avait porté ses fruits. C'était une décision historique. Parce que pour beaucoup, quand ces 2 rentraient en prison, ils n'étaient pas censés sortir. Et là, je me suis dit, voilà une cour qui est contestée. Mais elle a appliqué le droit. Et je retrouvais ma fierté d'être une juriste. Le bureau de procureur se lève, c'est normal. Il conteste donc la décision. Et il demande donc de suspendre l'effet de la libération immédiate. Pas l'acquittement, hein, la libération immédiate. Parce qu'il se peut qu'il fasse appel. Donc, selon les statuts des traités d'Europe, cette cour doit encore statuer. On revient donc le lendemain, mercredi 15, dans un suspense total. Cette chambre de première instance confirme sa décision 2 fois. Et elle s'acquitte des garanties nécessaires aux 2 prévenus, au cas où il y aurait appel. Parce que le bureau du procureur a dit qu'il se peut que si on les libère, ils vont fuir dans la nature. On ne pourra plus les retrouver au cas d'appel. Donc le juge dit, bon, est-ce qu'il y a des garanties? Les avocats s'acquittent de toutes les garanties. Ils sont libérés. Je n'oublierai pas la phrase du juge Cugnot. Il était 13 h lorsqu'il a donné sa décision. Il a dit, en tout cas, vous êtes libre jusqu'à 15 h. C'est en taquinant que je dis ça. Est-ce qu'on aurait dû prendre nos affaires pour fuir? Bon, je ne sais pas. Vous êtes libre jusqu'à 15 h, c'est-à-dire la suite de la procédure. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'estime qu'il est courageux. J'estime. Parce qu'on a vu en 2016 ce qu'il pensait de ce procès et on a vu en 2019 sa décision. Il a été juste. On se réjouit donc le 15, on a dit c'est fini, on va plier les bagages. Nous qui sommes sur Paris, on a déjà prévu notre fête pour danser à Trocadéro. Et 22 h, qu'est-ce qui se passe? On pense que les choses sont pliées. Dans la nuit coup de tonnerre, le procureur formule une requête devant la chambre d'appel et qui demande encore la suspension de la libération immédiate, le temps de faire son appel. Alors là, elle demande donc ce qu'on appelle l'effet suspensif, d'accord? Et elle se base maintenant sur le fameux article 81C. C'est un petit article comme ça, 82, qui dit en l'espèce que, en cas de circonstances exceptionnelles et dans la possibilité que des accusés puissent fuir, il appartient au bureau de procureur de demander l'effet suspensif d'une libération le temps d'un appel. C'est du jamais vu. Dans aucune juridiction. Ce n'est pas Marie-Paul Babli qui le dit. Toutes les cours de justice internationale se sont prononcées
sur ce qui s'est passé. On a appelé ça la jurisprudence Gbagbo et Blé Goudé. Ça ne s'est jamais vu. Des acquittés maintenus en détention le temps que des juges voient s'il faut faire appel ou pas. Donc des gens acquittés immédiatement sont restés 2 semaines supplémentaires jusqu'en février. Et cette cour est censée défendre les droits de l'homme. Le droit de l'homme. Et donc, le bureau du procureur dit que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a dit que désormais plus aucun Ivoirien ne serait jugé par une cour internationale. Donc ça veut dire que si les 2 prévenus sortent et qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, il y a des grands risques qu'ils ne puissent pas revenir en cas d'appel. Et voilà donc l'acharnement d'un procureur, j'appelle ça un acharnement, qui lui-même dit qu'il n'a pas envie de perdre son dossier, oubliant que la vie d'être humain est en jeu, la vie de famille est en jeu, l'avenir de nation est en jeu, estime qu'il n'a pas envie de perdre son dossier et que son dossier lui échappe. Il parle en termes de dossier. Mais lorsqu'on a eu 3 ans pour apporter des preuves suffisantes, pourquoi ce bureau ne l'a-t-il pas fait, puisque c'est à eux qu'incombait la charge de la preuve. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc là? Ils ont trouvé des circonstances exceptionnelles. Où est l'exception ici? Enfin, je ne la vois pas. Ces personnes ont coopéré jusqu'au bout, devant cette cour. Arguant du fait que ces personnes ont des supporters, parce que ça devient un tort d'avoir des gens, des partisans, et du fait donc ont été maintenus. Tout ça pour arriver donc maintenant en février avec cette décision que tout le monde connaît. Finalement, les avocats n'ont plus trop le temps de plaider parce que la décision était vraisemblablement prise que c'était une liberté conditionnelle qui leur serait attribuée. D'accord? Quand on parle de liberté conditionnelle, on parle de mesures d'aménagement de peine. C'est-à-dire que c'est un condamné qui sort de prison avant la fin de sa peine et qui doit respecter des obligations. Le seul problème, c'est que ces personnes ont été déclarées innocentes. Donc, comment des personnes déclarées innocentes peuvent être en liberté conditionnelle? Avec des conditions, des obligations à respecter, pointer à la CPI, ne pas sortir d'un certain périmètre, avec des restrictions. Voilà où nous en sommes. Lorsque nous voyons ça, veuillez m'excuser, et je vais parfaitement conclure. Lorsque nous voyons ça, ce cas Gbagbo, où on demandait donc à la Cour pénale de ne pas, même les anciens substituts de procureur, de ne pas plus s'enfoncer dans le ridicule, de ne plus continuer à décider politiquement, parce que c'était vraisemblablement de la politique. Les enjeux juridiques étaient déjà clos, puisqu'il y avait une décision de justice. Si quelqu'un vient arguer du fait qu'on les a mis en condition, en liberté conditionnelle, parce qu'on ne voulait pas qu'ils rentrent dans leur pays pour avoir une place politique, comment là pouvons-nous dire non? Sachant que moi je suis étonné, lorsque l'avocat du président de la Côte d'Ivoire actuelle, sans savoir, avait déjà dit la veille, d'accord, qu'une décision serait prise. Avant que nous-mêmes on ne sache la décision. Avant que nous-mêmes on ne sache la décision. Le bureau du procureur travaille comment? Il travaille avec le gouvernement en place. Les informations, il les prend où? Les enquêtes avec le gouvernement en place. Est-ce une justice de vainqueur? Voilà la question qu'il faut se poser dans un système. D'accord? Troisièmement, il y a eu d'autres victimes, d'autres camps, qui sont venus devant la Cour pénale. Des exactions. Qu'on dit, dans ce cas, jugez aussi ce dossier. Ils n'ont jamais été poursuivis. Alors, qui décide de qui doit être à la Cour pénale ou pas? Les vainqueurs d'une guerre ou la justice? Je regarde le cas américain. Madame Fatou Bensouda,
a décidé donc de faire une enquête avec les États-Unis par rapport aux exactions possibles qui ont été commises en Afghanistan. Alors tout de suite, l'Amérique, et oui c'est l'Amérique, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. L'Amérique siège au Conseil des Nations Unies. Hein. Tout de suite se lève, via son secrétaire national aux affaires étrangères, M. Bolton, et menace la Cour, sans vergogne. Je ne veux pas du Cour international. Et lui dit, si jamais, pour caricaturer, tu t'amuses à faire une enquête sur nous, on te ferme tout de suite. Tout de suite. Nous ne sommes pas dans les petits arrangements. Tu es une cour incompétente qui ne respecte pas le droit et en plus, nous te finançons et tu oses faire une enquête. Tu t'attaques à nous, à nos alliés, mais en 2-3 mouvements, on te ferme. D'ailleurs, ils ont mis en place pour ne pas qu'il y ait enquête. Ils avaient dit qu'ils n'allaient plus leur accorder des visas. Donc, le procureur est interdit de mettre les pieds. On lui a limité les visas, gelé leur compte aux États-Unis. Et ça a été mis en place par les États-Unis. On n'entend pas, excusez-moi, la procureure fanfaronner. Donc, comme elle fanfaronnait sur le dossier Gbagbo, on aimerait bien qu'elle fasse un appel suspensif de ça, sur cette décision. Quand les gens disent que c'est une cour politique internationale, cour africaine, il y a encore un procès avec un centrafricain. Un centrafricain vient d'être déféré là, un ancien ministre. Elle ne va juger que les Africains. Les exactions ne sont commises qu'en Afrique. Au vu du droit que moi j'ai appris, humanitaire, j'aurais aimé que cette cour fasse un peu comme la Cour de justice internationale, qui avait été targuée d'être au début à la solde des grandes nations et qui après avait donné des décisions favorables en tranchant en justice. Avec le procès de Gbagbo, cette Cour pénale internationale s'est perdue. Elle a montré ses limites. Elle a montré son incapacité à ne pas être impartiale. Elle a montré sa coopération politique avec les gouvernements mis en place et ceux qui la soutenaient. À partir de ce moment-là, on n'a plus confiance en elle. Quel peut être son avenir? Je ne le sais pas. Soit elle est réformée et elle applique le droit, soit je pense que si elle continue à faire le bras de fer avec des pays comme les États-Unis, je pense que peut-être qu'elle fermera. Bon, beaucoup de sommes ont été investies. Je ne peux pas arguer de l'avenir, je n'ai pas encore des dons de divination. La seule chose que je sais qu'elle est contestée. Et je sais que beaucoup de pays n'ont plus confiance en elle. Par conséquent, pour le droit qui a été bafoué devant cette cour, si plus personne n'a confiance en toi, qui viendra devant cette cour dorénavant pour entendre justice? Et ça, ce travail-là, j'invite les juristes, les avocats, les chercheurs, les docteurs, tous ceux à se pencher sur cette cour. Surtout que nos pays y sont encore signataires ou ont ratifié, à se pencher sur l'efficacité. J'ai été surprise dans un cas comme ça en janvier où aucun pays africain n'est réagi. Pas parce qu'on doit aimer Gbagbo, parce qu'on va estimer qu'une situation est injuste. On n'aurait jamais traité un autre pays de cette façon, comme ces personnes ont été traitées devant une cour de justice. Aucun pays ne s'est indigné. Toujours des petites micmacs cachés. Comprendrons-nous le courage de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer pour pouvoir changer et rehausser aussi l'image de l'Afrique? Nos justices ont-elles le droit de juger aussi leur père? Pourquoi pas? Si les Américains croient en leur justice, pourquoi pas nous? Si nous faisons les choses convenablement. Voilà les questions auxquelles je pense que je n'ai pas, moi, seule la réponse, mais auxquelles tous nous pouvons y participer. Et savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas que ce qui s'est passé, se reproduise. Le président Gbagbo pouvait dire, je suis déjà ici, moi j'irai jusqu'au bout. Mais je me bats pour que, plus tard,
il n'y ait pas cette même situation. Tant que nous ne comprendrons pas que le salut de l'Afrique passera par les propres règles que elle-même s'est instaurées, et que nous allons toujours croire en la justice des autres, nous nous retrouvons devant des cas similaires. Pour éviter ça, nous devons reposer nos propres bases. Je vous remercie. Je vous remercie Marie-Paul Bagli vraiment de cette grande participation, cette qualité en tant que juriste, cette qualité aussi en tant que militante des droits humains, ce qu'elle nous a démontré ce soir sur la qualité des femmes à comprendre les enjeux de nos jours et surtout ce qui se trame à la Cour pénale internationale. Donc encore une fois, il faut l'applaudir parce que vraiment nous a fait une très belle conférence qui est vraiment digne de ce qu'on doit voir aujourd'hui. Et donc moi je prends la suite de cette histoire de la Cour pénale internationale et d'évoquer à la fois l'aspect juridique, l'aspect aussi, on va dire, de mouvement, ce qui fait que cette Cour aujourd'hui a vacillé et prend des décisions auxquelles on ne s'entendait vraiment pas, notamment la décision qui a été prise de l'acquittement. C'est la première fois qu'on fait vraiment un acquittement dans ce cas, parce qu'on a eu plusieurs cas où les peines étaient vraiment de l'ordre de l'inattendu. Donc là, c'est vraiment de l'exceptionnel. Donc, moi, ma position, elle est un peu plus claire que ça. La position, c'est que la Cour pénale internationale n'a jamais été légitime. Elle n'est pas en droit, elle n'est pas du point de vue de la morale, et elle n'est même pas aussi du point de vue du bon sens. Là, du bon sens, c'est-à-dire que logiquement, une personne qui réfléchit dit mais non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette histoire-là? Pourquoi elle n'est pas du point de vue du droit? En fait, on a toujours appris que pour créer quelque chose, il fallait être en capacité. Ça, ce sont les cours de première année de droit. Oui, c'est ça. Il fallait être en capacité, c'est-à-dire que tu as toute ta faculté, tu peux faire, tu peux décider, et que par conséquent, tu assumes tes responsabilités. Il se trouve que dans le cas de la Cour pénale internationale, on a affaire à des États qui, eux, ont commis les crimes qu'on ne peut même pas imaginer. Et ces États sont assis sur ces crimes et veulent juger certains États sur le principe du droit international. Je prends un exemple. Vous avez un pays comme les États-Unis d'Amérique. Un pays qui a été complètement vidé de sa population. Toute la population qui était là-bas a été complètement massacrée et génocidée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de procès ni international ni interne. Vous avez des pays comme l'Australie qui ont été vidés de leur population. On n'entend même pas parler de la Cour pénale internationale. Vous avez des pays africains, aujourd'hui, pendant que je parle, ces pays-là, notamment les Chagos, ont été vidés de leur population. Et même l'ONU, dans le droit international, reconnaît que ces populations chagossiennes ont droit à une terre. Mais ils sont toujours à La Réunion. Ils sont toujours au Madagascar. Alors que l'ONU a reconnu qu'ils doivent rentrer chez eux. Donc comment aujourd'hui, dans le bon sens, on peut faire confiance à une cour pour dire le droit, alors qu'elle n'est pas assise sur du droit, elle est assise sur de la force. Mais qu'est-ce qui lui donne cette force? Cette force, il faut aller la chercher très loin. Il faut aller la chercher en 1885. Et en 1885, on a ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Et dans cette charte, ils se sont réunis d'abord aux États-Unis. En se donnant, merci beaucoup, en se donnant des territoires, ils se sont garantis. Ils se sont garantis. C'est-à-dire, ils se sont dit, mais nous, en tant que vainqueurs, on ne sera jamais poursuivi. Et pour ne pas qu'on soit poursuivi, il faut qu'on sorte des lois et des chartes qui nous protègent. Donc,
Voilà par exemple ce que dit l'article 22 de la charte de l'impérialisme, et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, on en est là. Donc elle dit quoi? Article 22 de la charte de 1885. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Vous voyez? Donc les choses sont claires. Donc on comprend pourquoi tout acteur, tout chef d'État qui veut défendre son pays, ce qui est légitime, quand vous êtes élu, vous êtes là pour défendre vos pays. On dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas défendre ton pays, tu dois défendre nos intérêts. Ils vont plus loin. Vous avez l'article 27 qui dit, donc qui rejoint ce que dirait Marie-Paul tout à l'heure, qui dit les lois, les résolutions, les cours, les tribunaux des Nations Unies, donc la CPI étant une émanation des Nations Unies, sont nos instruments contre les dirigeants et les leaders des pays du tiers-monde. Vous comprenez, les choses sont claires. Donc quand vous vous retrouvez devant la Cour pénale internationale, vous savez pertinemment qu'on n'est pas devant une cour de droit. Puisque on dit que mais cette cour, elle n'est pas là pour dire le droit. Elle est simple, elle est un instrument dont nous nous servons quand nous voulons. Donc on comprend mieux pourquoi le droit ne peut pas sortir de là. Puisqu'on n'est plus dans le droit. Et tout à l'heure, je parlais de la capacité. Capacité, ça veut dire que si tu peux décider, tu peux aussi financer. Il se trouve que les pays africains ne financent pratiquement pas la Cour pénale internationale. Mais s'ils ne financent pas la Cour pénale internationale, pourquoi voulez-vous que cette Cour se charge de juger leurs affaires? Il y a aussi une question financière. Il faut être logique. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je reviens, et on va aller encore plus loin. Toujours la charte de l'impérialisme, article 28, qui dit, dans ce qui revient à l'impunité des Américains, des Français, des Allemands aussi, article 28, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et les tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Les choses sont claires. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que la Cour pénale internationale nous dise le droit. C'est pas possible. Mais à quelque chose, on va dire, les faits d'aujourd'hui et les rapports de force ont imposé le droit au niveau de la Cour pénale internationale. Les avocats du président Gbagbo et de Blé Goudé se sont attelés à entrer dans le dossier. C'est-à-dire qu'ils ont fait fi de la charte de l'impérialisme et tout. Ils se sont dit une chose. On a aujourd'hui les médias. Donc, ils sont suivis partout. Ils sont regardés partout. Dans le temps, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas Internet. On ne pouvait pas être en direct. Donc, on peut faire notre petit manège entre nous. Et la charte de l'impérialisme, qui la connaît? Quelques personnes comme ça, des chercheurs, qui la connaissent, mais qui sait de quoi il s'agit? Donc, on peut faire notre petit manège. Mais là, aujourd'hui, nous avons les caméras. Donc, quand on dit quelque chose, ça répercute de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on peut continuer? Donc, au départ, le procès, en l'occurrence le procès du président Gbagbo et des charges Goudé, était en direct. C'était suffit. Ils se sont rendus compte que non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre ce procès en direct. Parce que là, nous allons montrer vraiment nos lacunes. Et entre Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, on va s'étenuer. Donc, c'est pas fait ça. Il va falloir faire des huis clos de temps en temps ou différer les transmissions. Mais si vous êtes une justice, si vous êtes dans l'équité,
Si vous êtes dans le droit, de quoi avez-vous peur? Mettez en direct, puisque ce sont des criminels. Un criminel, bon, doit accepter la justice et la sentence. Hein? Donc pourquoi ils mettent tout ça en direct? Ils mettent pas ça en direct parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient au 19e siècle, ils ne peuvent plus le faire maintenant, même s'ils veulent forcer les choses. Ceci dit, en ça. Ils le font. Parce que c'est vrai qu'il aurait été bien que tous les étudiants aujourd'hui de cette fac soient remplis ici pour qu'ils comprennent les enjeux réels. Qu'ils comprennent les enjeux réels. Parce qu'il y a ce qu'on apprend sur les tables, les chaises de la faculté, et il y a la réalité. Et cette réalité n'a rien à voir avec le droit qu'on apprend. C'est ça la réalité. Et cette réalité, elle dépasse vraiment, comme le dit souvent mon frère militant dans ses vidéos, mais ça sort de l'entendement. C'est pas possible. On dit que vous êtes libre, donc vous êtes acquitté. Mais on dit non, on va faire, il y aura peut-être appel. Mais en logique, pour que vous fassiez appel, il faut que vous ayez la décision de justice dans vos mains. Exactement. Vous la lisez, vous l'analysez, vous la dites, peut-être que là, je peux faire appel là parce que tel que ça a été énoncé, tel que ça a été écrit, il y a possibilité de faire quelque chose. On n'est pas là. En pleine nuit, comme vient de dire Marie-Paul, ils font appel en pleine nuit, mais vous imaginez? C'est-à-dire que de façon physique, le tribunal est fermé. Ils sont rentrés chez eux. Et on vous dit le lendemain, ils ont fait appel. Et tout le monde accepte ça. Comme un fait juridique qu'on doit accepter. Et on attend. On attend quoi? Il faut rien attendre. Puisque c'est du faux. C'est du faux. C'est pas du droit. Ça n'a rien à voir. C'est du faux. Où est la requête? À quel moment ils se sont réunis pour faire ça? Donc, c'est dommage que ces étudiants ne sont pas là. On leur a dit, mais écoutez, vous apprenez le droit, c'est bien. Mais apprenez aussi ce qu'il y a derrière le droit. Ce qui n'est pas souvent dit. Qu'on veut que vous mettez dans la tête, mais que vous n'appliquez pas. C'est pas possible. Au XXIe siècle, nous sortir ce genre de comédie. On est maintenant vraiment dans la comédie. Mais de fois, la comédie, si ce n'était que comédie, à la limite, on pourrait en rire. Mais là, ce n'est plus comédie. On est dans du drame. Et au-delà du drame, on est dans un système de kidnapping. On est dans un système de kidnapping. Vous avez des gens acquittés qu'on maintient de force dans les pays qui n'ont pas choisi. Même qui sont libres. Donc, je dis aux pays africains qui nous suivent ici à travers Internet, de ne pas rester dans leur pays assis comme ça et se disent non, voilà, c'est la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas concernés. Là, c'est le président Gbagbo, ils ont eu des élections, bon, ça ne nous concerne pas, mais c'est complètement faux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à la Cour avec cette décision, mais c'est ce qui va se passer demain avec les autres pays. Mais cette fois-ci, sans justice. Vous savez, ça a déjà existé au Nicaragua. Et les Américains sont descendus. Ils ont été prendre Daniel Ortega, l'ont ramené Manu Militari aux États-Unis, le mettre en prison, sans justice. Mais quelque part, c'est la même chose qu'ils ont fait pour le président Gbagbo. Ils ont pris Manu Militari, sans procédure juridique. Et après, on essaie de faire la bilan. C'est ce qu'ils oublient. C'est que même s'ils veulent faire la procédure juridique, il y a quand même des codes. Est-ce qu'on appelle la non-rétroactivité en droit pénal? Oui, mais c'est pas possible. C'est pas faisable. On fait pas comme ça. Donc, ces étudiants, s'ils étaient là aujourd'hui, j'allais leur dire, mais écoutez, entre ce qu'on vous montre et la réalité, c'est deux choses. Donc, le droit, c'est quoi? Le droit, c'est les rapports de force. C'est celui qui a la force qui a le droit. Et c'est ça, c'est la réalité. Mais ça n'a pas toujours été ainsi.
Donc en faisant un petit palier sur l'apport des Africains sur les 5 continents, on se rend compte que pendant longtemps, le droit a été humain. Puisque les Africains ont fait la sacralité de l'humain. C'est-à-dire que l'être humain étant important, on ne peut pas lui porter tort. Et si on lui porte tort, il faut faire réparation. Et ça, c'est la charte de Konkafuka, 1322, sous la Keïta. Ce sont les droits humains, les premiers droits humains, les premiers chartes des droits humains, qui disaient qu'à l'époque, mais même si on a la force avec nous, je gagne la guerre, mais non, c'est un humain. Je le traite en humain, je le juge, et je le rends à ses parents. Mais là, on est plus dans le cadre humain. C'est-à-dire que ce que l'Afrique a apporté au monde, on le met plus en application. Pourquoi? Parce que l'Afrique a perdu ce qu'on appelle le rapport de force. Il n'est plus dans le rapport de force. Mais on utilise les éléments qu'il a mis en place, on s'en sert, on l'habille sans lui, et on s'en sert contre lui. Et aujourd'hui, si ces jeunes étaient là, j'aurais pu leur dire, mais le droit est né en Afrique. Et aujourd'hui, les symboles du droit, partout dans le monde, vous avez la balance, cette balance de l'équité. Mais c'est la tradition, quand je dis tradition, c'est pas du folklore, c'est, je veux dire, l'école africaine de l'équité. Et cette dame-là qui symbolise la justice, c'est une femme africaine qui symbolise la justice partout dans le monde, on ne le sait pas. C'est la mat. C'est une femme africaine. Tout le monde s'en sert dans les prétoires. On ne sait pas que c'est l'Afrique. Vous savez, quand quelque chose est tellement bien fait, même si on ne veut pas l'utiliser et dire ceux qui l'ont fait, mais au final, il y aura toujours des gens qui viendront un jour dire mais non, ça c'est un truc africain. Donc j'invite les étudiants, s'ils ont le temps, même partout d'ailleurs où ils se trouvent, s'ils sont par exemple à Paris, au musée du Louvre, vous allez au musée du Louvre et vous allez voir la justice telle qu'elle est rendue en Afrique, avec la balance, avec l'équité. Hein? Vous l'avez partout, ça. Et comme on a perdu cette notion de l'humain et qu'on est rentré dans la notion financière, c'est-à-dire que l'humain, on l'a mis à côté, et aujourd'hui, on ne parle que de la force brute. Mais comme je disais, la force aussi, elle a existé en ce qui concerne les Africains. Par exemple, je le redis encore, si ces jeunes étaient là nombreux, je leur ai dit, mais écoutez, vos aïeux, ici en France, en fait, c'est les Africains. Les premiers habitants de la France, c'est les Africains. Hein? C'est pas loin, jusqu'à récemment. Vous savez, Catherine de Médicis, une des reines de France, elle sort de la famille Médicis. Et la Médicis, c'est les Africains.